Et nous enchaînons à présent avec Enjeu Patrimoine, un enjeu patrimoine consacré aux contrats d'assurance vie et plus particulièrement aux frais qui s'appliquent sur les contrats d'assurance vie. Nous l'avons suivi plusieurs fois l'année dernière. La CPR s'est plusieurs fois exprimée sur le sujet des frais au sein des contrats d'assurance vie, mettant notamment en avant le niveau parfois élevé des frais, notamment sur les unités de compte, mais aussi parfois un manque de transparence sur ces frais. Nous allons tenter de comprendre ensemble sur le plateau de Smart Patrimoine comment maîtriser les frais dans un contrat d'assurance vie. Pour en parler, nous avons le plaisir de recevoir sur le plateau de Smart Patrimoine Marie-Stéphanie Hess. Tout d'abord, bonjour Marie-Stéphanie Hess. Bonjour. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine. Vous êtes directrice du développement de sicavonline.fr. Nous allons donc échanger avec vous dans un instant sur ce sujet frais et maîtrise des frais. Nous accueillons tout d'abord également Gilles Belloir. Bonjour Gilles Belloir. Bonjour Nicolas. Bienvenue sur le plateau de Smart Patrimoine également. Vous êtes directeur général de placementdirect.fr. On va commencer avec vous, donc Marie-Stéphanie Hess. Il y a eu donc plusieurs alertes de l'ACPR sur le sujet des frais en lien avec l'assurance vie. Il y a des sujets transparence, des sujets niveau de frais, des sujets comparabilité des frais d'un contrat à un autre. Peut-être qu'on peut commencer par rappeler quels sont les frais qui peuvent ou qui s'appliquent sur un contrat d'assurance vie aujourd'hui quand on souscrit un nouveau contrat. Tout à fait. Alors, il y a une structure de frais qui existe. Donc, il y a les frais d'entrée. D'accord. Donc, qui existent dans les réseaux souvent, qui sont souvent à zéro sur Internet. D'accord. Ensuite... Frais d'entrée, ça veut dire c'est quand j'ouvre mon contrat, j'ai des frais qui sont associés à l'ouverture de mon contrat. Tout à fait. D'accord. La souscription ou l'adhésion. D'accord. Et ensuite, il y a les frais en cours de vie du contrat. Donc, une fois que j'ai investi, qui sont les frais de gestion du contrat. D'accord. Qui permettent à l'assureur de gérer. Et ensuite, au cours de cette vie, je peux aussi modifier mes investissements. D'accord. Et dans ces cas-là, j'ai des frais d'arbitrage. D'accord, ça veut dire qu'il y a des frais qui s'appliquent au fait de détenir un contrat tous les ans, puisque il est géré par un assureur, et donc il y a des frais qui sont appliqués. Et ensuite, au sein même du contrat, selon la stratégie, on peut retrouver d'autres frais, ce qu'on appelle les frais d'arbitrage, c'est ça ? Tout à fait. Quand vous bougez, par exemple, vous avez investi 50% de vos investissements sur le fonds en euros, vous faites un arbitrage sur des unités de compte parce que vous pensez que les marchés financiers peuvent être intéressants. Il y a des frais d'arbitrage qui existent, qui sont facturés ou qui ne sont pas facturés. D'accord. Il faut regarder, justement, ça fait partie des éléments à regarder dans un contrat. Il y a certains assureurs qui ne les facturent pas ou qui ne facturent pas les 15 premiers. Par exemple, c'est le cas dans certains contrats chez sicavonline. Et d'autres contrats le facturent dès le premier ou c'est plafonné. Donc, il y a un regard à avoir sur ces frais-là. Donc, il y a des frais qui peuvent s'appliquer. Après, tout dépend du dialogue commercial qui peut exister. Je rebondis sur un point. Vous avez mentionné le fait que si vous, épargnants, demandez de passer d'un fonds en euros à des unités de compte, il y a des frais qui peuvent s'appliquer. Donc, il faut forcément qu'on pose la question à l'épargnant avant de réaliser un arbitrage qui va engendrer des frais ? Alors, c'est quand l'épargnant choisit de gérer lui-même son allocation. Ouais. Il peut décider par lui-même de bouger son allocation. Et dans ces cas-là, il y a des frais qui peuvent s'appliquer. Mais si l'épargnant ne bouge pas son allocation, il n'aura que les frais de gestion. Gilles Belloir, ça a l'air simple. En théorie, pourquoi est-ce que la CPR a émis autant d'alertes sur le sujet, selon vous, l'année dernière ? Alors la CPR a voulu mettre en place un certain nombre de mécanismes en termes de transparisation des frais, c'est-à-dire mieux expliquer les frais pour le client. Et ce qui motive essentiellement le ministère de l'économie et des finances et qui motive la CPR, c'est la performance finale pour le client. D'accord. Oui, parce que tout frais appliqué sur un contrat vient automatiquement faire baisser la performance du contrat d'assurance vie. Exactement. On a parlé de frais sur les versements, on a parlé de frais sur les opérations, typiquement sur les arbitrages. Un autre type de frais que l'on rencontre classiquement dans l'assurance vie, ce sont les frais annuels de gestion qui sont prélevés sur le contrat avec finalement deux couches. Les frais prélevés au niveau du contrat qui sont typiquement de l'ordre de, on va dire, 0,60 à 1% globalement chaque année. Il y a également les frais qui sont inclus dans les supports. D'accord. Dans les supports d'investissement, typiquement les unités de compte sur lesquelles les épargnants peuvent choisir d'investir dans le cadre de leur contrat d'assurance vie. Et le dernier avertissement de la CPR... Donc là, ça veut dire que mécaniquement, quand on investit sur tel support en unité de compte, il y a les frais d'arbitrage qui vont s'appliquer sur le fait qu'on y est allé, et ensuite, tous les ans, il va y avoir des frais simplement parce qu'on est sur ce support-là, c'est ça ? Exactement. D'accord. Et ça, on est conscient au départ que
que ça existe, c'est écrit finalement, mais il faut juste lire toute la documentation avant d'investir, c'est ça? Et toute la question est là, en fait, Nicolas, hein. La question est de savoir si l'épargnant prend conscience ou pas de la quantité de ces frais qui s'appliquent à l'intérieur des supports. Alors, je dirais que initialement, la plupart des distributeurs avaient l'idée de dire oui, mais en fait, les performances qui sont communiquées, les performances passées concernant ces supports, sont déjà des performances nettes de frais. Donc, d'accord, on présente déjà des informations qui sont nettes de frais. Oui, mais la CPR, attentive au sujet, a dit peut-être que finalement, dans les supports qui sont proposés dans les différents contrats d'assurance vie et d'épargne retraite, peut-être que ces frais sont trop élevés. Et d'où l'intention du régulateur de demander aux assureurs de faire un peu le ménage, si on peut dire, dans leur gamme de supports, pour éviter ces supports avec des frais excessifs qui viennent gréver de manière excessive la performance. Frais trop élevés ou frais excessifs par rapport aux services proposés, j'imagine, ou au travail effectué derrière? Exactement, tout est une question de valeur quelque part. Est-ce que l'épargnant en a pour son argent? Et ce que dit le régulateur, c'est qu'à aujourd'hui, dans un certain nombre de supports, eh bien, l'épargnant n'en a pas pour son argent. Et alors justement, on va peut-être continuer avec vous, Marie-Stéphanie Hess, et vous compléterez Gilles Belloir. Qu'est-ce qu'on rémunère aujourd'hui quand on applique des frais? Alors, des frais d'entrée, on comprend, effectivement, c'est équivalent à des frais de dossier quand on parle de manière plus générale. Ensuite, il y a les frais qui s'appliquent tous les ans sur un contrat d'assurance vie. Qu'est-ce que ça vient justifier, ça, ces frais? Qu'est-ce qu'on rémunère si on parle de ces premiers frais? Alors, il y a la gestion du contrat. D'accord. Donc, il y a là aussi plusieurs types de frais. C'est-à-dire que vous faites une gestion libre, vous vous occupez. Donc, vous avez un certain niveau de frais qui est le plus bas. Donc, c'est le fait que l'assureur gère votre contrat. D'accord. Ensuite, vous pouvez déléguer la gestion à un professionnel. Et là, vous allez avoir des frais qui comprennent à la fois les frais de gestion et les frais financiers. D'accord. Oui. Tout est englobé. Mais parce que là, on va rémunérer un professionnel qui va prendre des décisions. Exactement. Donc là, vous déléguez votre service, donc vous payez une couche de service supplémentaire. D'accord. Oui. Et après, effectivement, il y a les frais d'OPCVM, des supports, des sous-jacents. Et là, c'est l'asset manager qui prend ces frais parce qu'il gère le fonds. Et c'est comme ça qu'il le justifie. Donc la remarque de la vision de la CPR, c'est qu'effectivement, il faut travailler sur value for money, c'est-à-dire qu'il y a des investisseurs qui choisissent des fonds qui sont très chargés et ils n'ont pas la performance attendue. Donc c'est aussi ce regard-là. Quand j'investis, je suis prêt à payer, mais combien j'en tire? Et qu'est-ce on constate des différences de frais d'un fonds à un autre ou d'un OPCVM à un autre? C'est des différences qui peuvent être importantes? Vous pouvez avoir des différences importantes suivant l'asset manager, suivant le marché financier. Alors, c'est pareil, il ne faut pas mélanger des marchés financiers européens, des marchés émergents, des marchés... Tout dépend du type de marché financier. Mais vous avez des facturations différentes. Mais comment on l'explique ça, que les frais peuvent être plus ou moins élevés en fonction d'un fonds et que ce ne soit pas harmonisé? Parce que globalement, le coût est le même pour le gestionnaire de fonds, non? Alors, tout dépend. Pas forcément, j'ai l'impression. Pas forcément. Si vous travaillez, tout dépend si vous faites du stock picking ou si vous faites... D'accord, je comprends. D'accord, bien sûr. Vous allez chercher, vous avez des relais en Asie. Enfin, c'est toute une... Bien sûr. Une chaîne complète. En fait, c'est ça qu'il faut comprendre, c'est qu'il y a deux étages. Il y a l'étage des choix que je fais moi dans la gestion de mon contrat d'assurance vie, et il y a ensuite sur le fonds en question les choix qui sont faits par l'asset manager pour délivrer la performance qu'il essaye d'atteindre année après année, Gilles Belloir. Oui, exactement. Et dans les logiques de transparisation des frais, il y a une fiche de synthèse propre à chaque contrat qui a été mise en ligne à l'été dernier, à la demande notamment du régulateur, mais je dirais que c'est issu d'un accord de place, comme on dit. Bien sûr, oui. Au début de l'année 2022. Et ce que l'on peut voir sur cette fiche de frais qui est très bien faite, par ailleurs, on voit que la logique a été prise de donner une valeur moyenne des frais prélevés au sein des supports par catégorie de support. Donc on sait dire sur des supports actions, sur des supports immobiliers, sur des supports obligataires finalement, quel est le niveau de frais moyen pris par ces supports. Ça permet de se positionner ensuite par rapport aux supports qui nous sont proposés. Alors ça permet de se positionner, mais effectivement le sujet est peut-être un peu imparfaitement traité dans la mesure où en fonction des catégories de supports finalement, en y regardant de manière un peu plus précise, les frais de gestion qui sont impliqués par le fait de sélectionner un certain nombre d'actions
d'actions ou d'obligations au sein d'un même support peuvent être différents. Je suis gérant international, j'investis essentiellement sur les grandes valeurs américaines. Je dirais que l'information est facilement disponible et le niveau de recherche à faire par le gérant pour se positionner sur telle ou telle grande valeur américaine est peut-être un peu plus limité comparativement à un gérant qui va investir dans ce qu'on appelle des small et mid cap, donc des entreprises de taille plus modeste, pour lequel la recherche de l'information et l'étude probablement doit impliquer un niveau de frais supplémentaire, en contrepartie d'une performance potentiellement meilleure. Donc c'est là qu'il faut quelque part bien regarder en fonction des catégories de support un peu plus précisément quel est le niveau de frais engagé et quelle est la bonne valeur pour les frais. Globalement, si je caricature, si mon fonds investit dans des valeurs que l'épargnant connaît déjà, que ce soit des valeurs du CAC 40 ou des grandes capitalisations américaines, je devrais appliquer des frais moins élevés que s'il y a un réel travail d'enquête et de recherche pour aller chercher des entreprises peut-être un peu moins connues du grand public. Exactement. On peut se dire que la plus-value du gérant est peut-être supérieure sur des titres de petite et moyenne capitalisation par rapport à des titres de grande capitalisation pour lesquels peuvent être disponibles des indices, notamment ce qu'on appelle des supports indiciels qui offrent l'accès à des investissements avec un niveau de frais qui est très réduit, qui est parfois 8 fois plus faible que sur des supports, on va dire, classiques en gestion discrétionnaire. Oui, mais là, si je puis me bien permettre, sûr, allez-y. il y a la notion de gestion active, gestion passive. D'accord. Parce que c'est vrai qu'il y a des indices maintenant, les ETF, qui sont beaucoup moins chers et qui permettent de répliquer la performance d'un indice, bien sûr, oui. Et là, il n'y a pas de gestion active. Alors après, c'est le choix de l'épargnant de se dire, je fais confiance à un gérant, ou j'imagine qu'un gérant va me donner une performance supérieure, et là, je suis prêt à payer. Bien sûr, d'accord. On rémunère le travail du gérant. D'accord, je comprends. Oui. Et dans l'aspect financier comme dans l'aspect assurantiel, finalement, il y a cet aspect service à prendre en compte. Est-ce qu'on est prêt à payer? Est-ce que ça vaut le coup ou pas? Est-ce que je me contente de répliquer la performance d'un indice parce que je pense sa performance me suffira, ou est-ce que je vais chercher le service d'un professionnel pour aller faire du stock picking et chercher des valeurs, ou en tout cas arbitrer des valeurs? Marie-Stéphanie S., question directe, qui est le thème de cette émission. Comment un épargnant peut-il maîtriser les frais de son contrat d'assurance vie? Alors, vous proposez tous les deux des contrats en ligne. Il y a, j'imagine, des frais qui sont réduits. On n'est pas là pour faire du commercial, mais de manière plus générale, comment on maîtrise les frais de son contrat d'assurance vie? Alors, déjà, la première chose, c'est de bien les regarder et de regarder effectivement la fiche. Il y a aussi des tableaux de synthèse sur les sites, sur les frais. Ensuite, il y a aussi des stratégies qui font que, par exemple, chez SICAV Online, on a mis en place un tarif qui s'applique pour l'ensemble du portefeuille, suivant votre allocation. D'accord. Et vous avez la simulation quand vous faites votre investissement, en fonction de votre profil, bien sûr. Donc là, vous savez exactement combien vous allez payer à l'instant T. Donc si vous décidez de rester à cette tarification, si vous voulez la baisser, vous avez des critères pour la baisser. Et vous avez aussi la notion de prime de fidélité, puisque quand on investit de façon récurrente, c'est une stratégie que nous avons choisie, on baisse les frais de gestion pour favoriser cette fidélité et pour que l'investisseur s'y retrouve sur le long terme. Donc il y a plusieurs, critères pour faire en sorte de maîtriser ces frais et de bien les observer. Gilles Bellouard, même question. Comment on maîtrise les frais d'un contrat d'assurance vie? Eh bien, Nicolas, j'ai un scoop pour vous. C'est le bon moment pour le faire. Vous recevez en ce moment vos relevés de situation de votre contrat d'assurance vie et d'épargne retraite. Lisez vos relevés de situation. Regardez le montant des frais qui vous est facturé sur le fonds en euros, sur les unités de compte. Quelles unités de compte? Quel est le niveau de frais moyen interne dans les supports? Allez voir sur Internet. Vous aurez accès à des contrats effectivement sans frais d'entrée, sans frais d'arbitrage, avec des frais sur encours parfois 2 fois plus faibles que ce que vous facture votre assureur actuel. Si vous vous sentez relativement indépendant avec la matière financière, regardez de près, et même si vous êtes un peu plus neuf sur ce genre de sujet, il y a beaucoup de, comme disait Marie-Stéphanie, de propositions avec ce qu'on appelle des allocations pilotées, des allocations déléguées, où vous n'avez pas forcément à regarder dans le détail les titres sur lesquels votre assureur va investir pour votre compte. Donc vraiment, regardez vos relevés de situation et allez comparer sur Internet. Très rapidement, en quelques secondes, on les regarde, les relevés de situation, de manière générale? Alors, on ne les regarde pas assez. C'est la première chose. Et la deuxième chose, on se fait souvent avoir
par le principe de l'assurance vie qui est l'intérêt de conserver son contrat 8 ans. C'est tout à fait vrai, vous devez conserver votre contrat d'assurance vie plus de 8 ans, mais au-delà de 8 ans, vous pouvez facilement faire des rachats partiels et ouvrir un nouveau contrat et faire des retraits qui représentent une part importante de votre épargne pour commencer à recharger un nouveau contrat moins cher. Merci beaucoup Gilles Belloir, directeur général de placementdirect.fr. Merci Marie-Stéphanie S, directrice du développement de sicavonline.fr. Merci à tous les deux et quant à nous, on se retrouve très bientôt sur Bismart pour un nouveau numéro de Smart Patrimoine.